Petit historique très récent. Le 3 juillet 2018, Macron annonce une réforme constitutionnelle dont personne n'avait rien à secouer. D'ailleurs, que personne ne lui avait demandé. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Le 18 juillet 2018, l'affaire dite Benalla. Alors ça c'est un roman, c'est un feuilleton. Cette affaire contient 3 affaires dans l'affaire. L'affaire dite de la contrescarpe. C'est quand il s'est mis à cogner sur des manifestants, qui au passage avaient quand même jeté des bouteilles sur les flics, hein, faut le rappeler. Même si je suis évidemment contre le fait qu'un faux flic frappe sur des manifestants. Bon, puis après il y a eu l'affaire des passeports, puis l'affaire des contrats russes, c'est-à-dire c'était une manière de faire durer le truc. Bon, évidemment, il est évident que ceci était organisé. Hein, quand il y a une affaire comme ça, il y a une raison derrière, quoi. Des affaires, on peut en dégoter autant qu'on veut. Quand on en met une, quand on en épingle une comme ça, c'est qu'on veut quelque chose. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que c'est cette histoire de Benalla qui avait usurpé la fonction de policier et qui avait même été trop violent pour un flic. C'est passé à l'occasion de la manifestation du 1er mai 2018, donc, et ça a été balancé. Alors, ça revient encore à la même chose. C'est sur l'intelligence collective, là. Ça a été balancé sur les réseaux sociaux tout de suite. Bon, est-ce qu'il y a eu un scandale? Non. Le scandale, il a eu lieu quand? Quand ça a été médiatisé. Le 18 juillet 2018. C'est-à-dire presque 3 mois plus tard. Et ça a été peu après que Macron annonce sa réforme constitutionnelle. Et ça a constitué le feuilleton de l'été. La réforme de Macron, elle est passée à la trappe. Dans toute cette série de vidéos que je fais, en fait, j'essaie de montrer que tout ceci est un agenda. Il y a un calendrier. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est ce que je dis. Je prends ce que Macron avait dit qu'il voulait faire. Je lis. Emmanuel Macron a proposé lundi de réduire d'1 tiers le nombre de membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, CESE, et d'introduire une dose proportionnelle dans le scrutin législatif. Bon voilà, ça c'est ce qu'il va faire maintenant, ça revient. Bon, il voulait faire d'ici 1 an. Bon là, du coup, il va être un peu en retard, puisque c'était en juillet 2018, c'est mal barré, mais il va quand même aller assez vite, hein, le petit filou. Voilà, et puis il voulait éventuellement recourir au référendum. Ben voilà, il va le faire, et peut-être même le jour des élections européennes. Bon là, ils sont en train de faire des petits ballons d'essai pour savoir si ça passerait mieux avant, après, pendant... On s'en fout en fait. De manière un peu plus annexe, je vais dire qu'il voulait supprimer la Cour de justice de la République, peut-être le faire, qui juge les ministres pour les délits commis dans le cadre de leurs fonctions. Il voulait renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, il le fera peut-être, pour l'instant on n'entend pas parler. Je pense que s'il l'a dit qu'à l'époque, c'est qu'il va le faire maintenant. Mais bon. Il ne veut pas surcharger les annonces qu'il fait, il y va petit à petit pour l'instant, ils y vont petit à petit. Il a souhaité réviser le droit de pétition pour me prendre en compte l'expression directe des Français. Ben là, on est en plein dedans, comme par hasard, avec ce RIC qui arrive maintenant. Il a proposé de faire du CESE l'instance unique de consultation des forces vives de la nation. Le CESE, personne ne connaissait. Le CESE réunira toutes les sensibilités du monde de l'entreprise et du travail, constituera un lieu d'expression pour les ONG et les associations, et deviendra ainsi pour l'État la grande instance consultative qui fait aujourd'hui défaut. Bon, ben ça, c'est le Sénat citoyen. Et puis dans les autres choses que j'ai dites avant aussi, hein. Réduire d'1 tiers et revoir les règles de la représentativité du CESE. Bon, je vais en parler. On va faire une chambre du futur, un rôle d'expertise en matière d'expertise indépendante. Voilà. Bon, alors ça c'est ce qu'il avait annoncé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le débat national. Alors, le grand débat là, mes fesses. Personne s'y est intéressé. Tout le monde disait c'est de la merde, machin. Et ce qu'ont vu les gens, c'était juste Macron qui blablatait à la téloche pour faire sa campagne électorale, ce qui est vrai. Hein. C'est une campagne électorale, c'est aussi servi à remonter un peu dans les sondages. Je pense que c'est vrai, parce que c'est assez mécanique, c'est très con. Hein. Vous foutez à la téloche et puis il remonte dans les sondages, surtout s'il a l'air sympa, qu'il fait des blagues. Bon, les gens en gros ils ont vu que ça, ce qui était quasiment un monologue, c'était complètement sans intérêt, c'était soporifique. Et puis ils se sont dit le grand débat c'est de la merde. Bon, et effectivement le grand débat c'est de la merde. Le grand débat en lui-même, en particulier j'en parlerai dans une autre vidéo, mais les gens ont quand même eu tort de pas s'y intéresser. Comme on a tort de pas regarder du tout BFM, même si ça embrouille le cerveau. Enfin, ça peut embrouiller, mais en réalité non, quand on décrypte. Et là, pareil, le grand débat, fallait décrypter, quoi.
c'est ce que j'ai fait. Il faut décrypter parce que c'est juste une annonce de ce qu'ils vont faire, comme les infos. Donc je le fais. Alors, je prends pas tout. Je prends, donc il y avait 4 thèmes. Là, je vais prendre l'un d'eux. Et je vais pas prendre toutes les questions qui étaient posées. Je précise au passage que moi, j'y suis allé au grand débat. Je suis allé à leur débat, bon, c'était une mascarade et j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, il y a effectivement à la fin de ce grand débat des questions qui sont posées. Et il y a aussi, moi je vais en parler maintenant, il y a aussi sur ce même grand débat sur Internet qui est la même chose que ce débat dans des salles là, organisées par des mairies ou je sais pas quoi, ou dans des bars. Sauf que c'est en mode plus light sur Internet. Ils sont sûrement dit, les gens ils vont aller regarder vite fait. Il faut pas trop les saouler avec ça. On va leur poser 2-3 questions histoire d'avoir notre quota et puis basta. On pourra faire notre truc. Et les gens qui sont allés dans les grands débats, dans les salles et compagnie, eux ils sont plus motivés, donc on peut leur soumettre un questionnaire plus long. Donc je vais pas vous soumettre, je vais pas vous lire tout le questionnaire, je vais vous lire quelques points qui annoncent l'avenir. Bon, alors allons-y, ça va aller assez vite. Question. En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et professionnelles? Bon, ben ça c'est le CESE. Voilà. Conseil économique, social et environnemental. Autre question, c'est question 2. Question 6. Selon vous, faut-il introduire une dose proportionnelle pour certaines élections? Lesquelles? Bon, ça aussi, c'est d'un citoyen. Bon, ils vont le faire. Pensez-vous qu'il soit souhaitable de réduire le nombre de parlementaires, députés plus sénateurs égale 925? Ça, si j'ai bien compris, je l'ai pas vu dans le Sénat citoyen. Le nombre de sénateurs, il ne doit pas bouger, mais eux, ils veulent mettre moins de parlementaires à l'Assemblée nationale, moins de députés. Bon bah, s'ils veulent, c'est pas un problème, ça fera des économies. On peut se demander pourquoi ils veulent faire ça. Pour faire des économies seulement, et ça va pas faire plaisir à leurs copains, donc ça c'est un peu étonnant, mais bon. Bon bref, on va quand même être pour, a priori. J'ai oublié de dire qu'il s'agissait du thème numéro 3, démocratie et citoyenneté. Question 9, faut-il rendre le vote obligatoire? Question 10, qui va avec, faut-il prendre en compte le vote blanc? Alors ça, c'est pas le Sénat citoyen. Mais ils vont le faire. Ça va être comme la Belgique. Le vote obligatoire, ça va être super sympa. Vous allez être obligé de voter maintenant. Maintenant, la démocratie, c'est une obligation. Hein. Si vous en foutez, vous n'avez pas le droit de vous en foutre. En Belgique, il y a des amendes si on n'y va pas. Donc soit vous y allez, soit il faut vous faire représenter, quoi. Il faut une procuration. Donc si vous connaissez personne dans votre quartier, vous êtes un Parisien, qui parlait pas à vos voisins, bah, il va falloir faire chier quelqu'un en tout cas pour déposer votre bulletin dans l'urne. Bon, donc en Belgique, amende de 25 à 50 € et jusqu'à 125 € en cas de récidive. Ça part. Donc ça, ils vont le faire. Faut-il prendre en compte le vote blanc? Alors, pourquoi ils font ça? Pour moi, je vous le dis, le vote blanc, c'est la prise en compte, c'est réclamé depuis longtemps. Donc déjà, ça va faire style, ouais, on écoute les gens, on est démocratique. Bon, très bien, je suis pour, mais ils pourraient faire ça tout seul, tout court, sans rendre le vote obligatoire. Ils sont en train de... Là, bientôt, ça, je vous le garantis, hein, les médias, ils vont vous expliquer que si, le vote blanc et la prise en compte du vote blanc et le vote obligatoire, ça doit aller ensemble. Ils vont vous le démontrer. Bon, ça n'a rien à voir. On n'a jamais demandé à ce que le vote soit obligatoire. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que le vote blanc tout seul, ça va les faire chier. Ça va être un vote de contestation. Et ceux qui vont y aller, ce seront les contestataires. Des gens qui s'en foutent, en fait, qui seraient susceptibles de voter dans leur sens. LRM, PS, ce que vous voulez, dans le sens des élites. Ils vont pas aller voter blanc. Les blancs, c'est ceux qui pourraient éventuellement voter Rassemblement National ou je sais pas quoi, mais qui veulent pas, ils ont plus du tout confiance dans la politique, ils vont voter blanc pour protester en bloc. Ça les emmerde. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils imposent en même temps le vote obligatoire. Comme ça, des gens qui s'en foutent un peu, qui sont un peu plus malléables, et eux ils vont pas voter blanc. Ils vont voter pour les partis dits traditionnels, et comme ça compensera l'effet du vote blanc. Et peut-être même en fait qu'ils y gagneront. Je pense que s'ils font ça, c'est qu'ils ont fait leur petit sondage dans leur coin, et qu'ils ont vu que ou bien c'était pas trop méchant, ou bien c'était égal, voire qu'ils y gagneront. Et moi je pense que ce qui est fort possible, c'est qu'ils y gagnent encore, ces cons-là. Bon, ça c'est pas le Sénat citoyen. Je continue. Question 11. Il n'a plus beaucoup, rassurez-vous. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique? Comment mettre en place une démocratie plus participative? C'est d'un citoyen. Question 12. Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national, au niveau local? Bon, 2 questions.
Bon, les gens vont répondre oui, hein. Ils vont répondre oui aux deux, et puis bon, c'est des questions assez fermées. Hein. Ils vont répondre oui aux deux, et puis sur le référendum, ils vont le faire. Question 13. Il ne reste plus que 3. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée? Le RIP, ils écrivent ça, le RIP, est organisé à l'initiative d'un membre du Parlement soutenu par une partie du corps électoral, qui est applicable depuis 2015. Bon, faut-il faciliter ils disent le RIP. Bon, voilà, encore une fois, les référendums. Question 14, attention. Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique? Bon, ça peut ne pas être au Sénat citoyen, hein. Ça peut fort l'être. Alors là, dernière question, numéro 16, attention. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile? Bon, voilà, on y est, on y arrive. Donc je vous parle maintenant du Sénat citoyen, la Chambre citoyenne, appelons ça comme on veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous la fais en bref, et puis après je vais vous lire des trucs. Alors le Sénat citoyen va virer les sénateurs, bon ça va sénateur actuel, ça va leur faire plaisir. Je sais pas comment on va les recaser. Je sais pas comment ils vont digérer ça. Bon. Et ça va être des sénateurs représentatifs de la population française, par tirage au sort. Donc on va tirer au sort des citoyens qui vont composer le Sénat citoyen. Il y aura toujours le gouvernement avec le Premier ministre et ses ministres, et il y aura l'Assemblée nationale. Ça ils existent toujours, ça bouge pas. Tous les trois proposent des lois. Le président de la République saute. Alors ça paraît tellement énorme, tellement violent qu'effectivement on a du mal à y croire. Ils vont peut-être faire un truc intermédiaire, ou bien ils touchent pas au président, ou alors ils perdent ses pouvoirs, car ils en ont parlé. Dans les médias, il y a eu un soir, bon ça je l'ai pas enregistré non plus, mais il y a eu un soir où il était question il y avait une femme de LRM qui parlait de baisser les pouvoirs du président. Bon, le Premier ministre serait élu par l'Assemblée nationale, serait nommé par l'Assemblée nationale, donc là on se rapprocherait du système britannique et d'autres pays étrangers. Les trois institutions, le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale et le Sénat citoyen, proposent des lois. Ces lois, elles sont donc discutées à l'Assemblée nationale, et comme aujourd'hui, il y a un système de navette il y aurait un système de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat citoyen, et le Sénat citoyen n'aurait pas le dernier mot. Donc ça c'est important. Donc il y a la primauté à l'Assemblée nationale qui sera donc plus importante. Mais en contrepartie, le Sénat citoyen pourra dissoudre l'Assemblée nationale et pourra destituer le Premier ministre. Et le Premier ministre, en contrepartie, il peut dissoudre le Sénat citoyen via référendum. Voilà. Il y aura la réforme du CESE. Alors le CESE, il sera composé de la société civile organisée, des associations, des syndicats et le patronat, des représentants. Et puis ils vont servir à le Sénat citoyen va consulter le CESE. Bon, il y aura aussi des scientifiques là-dedans. Il va consulter le CESE pour comprendre ce que fabrique l'Assemblée nationale. Bon. Il y aura des assemblées citoyennes territoriales. En gros, le principe, l'idée, c'est d'appliquer le principe du Sénat citoyen partout, à tous les niveaux, à tous les échelons administratifs, donc y compris au niveau local. Enfin, partout, il y a des élus régionaux, généraux, départementaux. Dans les municipalités, il faudrait qu'il y ait une espèce de Sénat citoyen. Bon, je sais pas comment ils vont gérer un tel bordel et le mettre en place. Bon, voilà, l'Assemblée nationale toujours élue par le peuple, hein, ça bouge pas. Bon, effectivement, c'est... Bon, je passe là-dessus, je vais lire des textes. Ce que je voudrais commencer par dire avant de détailler ce Sénat citoyen, qui c'est qui a lancé ça? C'est le collectif Démocratie Ouverte. Il a été cofondé par Armel Lecoz, qui est un auto-entrepreneur dans l'économie participative. Alors c'est quoi l'économie participative? C'est un mot qui fait très bien, et puis on ne sait pas ce que ça veut dire, donc ça fait encore mieux. En gros, vous avez la démocratie participative, là, le concept qu'ils vont lancer, dont certains parlaient dans leur coin depuis un moment. Il y en a qui font du business avec, quoi. Bon, c'est un business comme un autre, hein, pourquoi pas. On peut faire ce qu'on veut, hein, organiser des débats ou je sais pas quoi. Eux, ils font un outil. Ils font un outil qui s'appelle le CAP. Ils ont fondé une société, CAP Collectif, et ils font un outil pour faire des consultations. Voilà, des consultations en ligne. Et ben, voyez-vous que ce CAP Collectif, cet outil, c'est celui qui est utilisé pour le grand débat en ligne. Et c'est le même qui est utilisé par les Gilets jaunes dans leur vrai débat, qui effectivement est mieux et plus démocratique dans la façon, parce que c'est plus ouvert, c'est plus un genre de forum, quoi, un genre de forum. Vous pouvez regarder ça
Encore une fois, je sais pas trop comment ils vont gérer ce bordel. Peut-être que je reparlerai dans une autre vidéo. Oui, je pense, oui. Dans le cadre du grand débat. Par contre, ce qui est important, je ne vais pas détailler le vrai débat ou le grand débat, mais ce qui est important, c'est que ce Armel Lecause, qui a l'air très sympathique, alors, non seulement le gouvernement, c'est leur client, alors on va dire que c'est pas un crime en soi, mais voilà, on voit bon, en tout cas, il y a un lien. Et donc ils vont aussi ils vendent aussi leur truc aux gilets jaunes. Et en plus, Armel Lecause, il a été envoyé chez les gilets jaunes l'ont fait venir pour qu'ils les aident à faire marcher leur bidule. Bon, enfin je veux dire, il est pas venu 5 minutes quoi, il les assiste. On lance le vrai débat. Nous aujourd'hui, on a confiance en Cap Collectif, en l'outil le plus puissant sur le marché qui nous met à disposition. On est propriétaire des données, on est responsable des données. Les données, elles sont à nous, c'est nous qui allons les traiter. On est accompagné par une personne qui s'appelle Armel Lecause, qui est salarié et cofondateur du collectif Démocratie Ouverte et qui va nous accompagner, qui nous accompagne déjà dans la construction de la démarche de la consultation et dans toutes les étapes. Tout ceci est lié. Puis Armel Lecause, je vous en reparler après. Après, vous avez parlé du Sénat citoyen, puis d'autres trucs qui vont vous faire un peu flipper. Bon alors, je vais lire une partie, pas tout, je vais lire une partie du manifeste du Sénat citoyen. Pour tout pouvoir constitué, gouvernement et ou assemblée élue, il doit exister une assemblée citoyenne tirée au sort qui questionne, fait des propositions et contrôle ce pouvoir. Au niveau national, nous appelons à la transformation radicale du Sénat actuel en un Sénat citoyen composé de personnes tirées au sort, représentatives de la population française et effectuant à temps plein pendant un temps donné un travail de contrôle des propositions du gouvernement ainsi que des propositions de loi faites par l'Assemblée nationale. L'objectif est de parvenir à une co-construction des politiques et des lois entre les citoyens et les élus. Pour cela, le contre-pouvoir du Sénat citoyen sera réel puisqu'il pourra révoquer le gouvernement et dissoudre l'Assemblée nationale dans les cas extrêmes, notamment lorsque le dialogue ne serait plus possible. Il s'agit donc bel et bien d'une réforme radicale, certes. J'arrête là avec le manifeste. Je vais lire des textes qui détaillent un peu comment ça marche. Alors déjà un truc. Ça signe. Alors, c'est l'abstention. Ou alors la tentation des extrêmes. Voilà, alors là je lis le projet. Je lis des passages. Ça c'est au début, en fait je lis dans l'ordre. C'est l'abstention ou alors la tentation des extrêmes qui l'emporte malgré le caractère souvent simpliste de leurs propositions. Nos systèmes économiques, environnementaux et politiques sont à bout de souffle. Certains surfent dangereusement sur ces limites en proposant des solutions simplistes attisant le ressentiment et la division. Les plus extrêmes de ceux s'engageant sur cette voie sont certainement ceux qui prônent la mise en place de solutions autoritaires et de fait un repli sur soi et une stigmatisation des Français d'origine étrangère. Ces dérives sont graves et nous ne pouvons que souligner leurs antécédents historiques dramatiques. Bon voilà. Alors ça c'est le groupuscule là, Démocratie Ouverte, qui a fait l'outil là pour le débat et qui a fait le Sénat citoyen. Et puis qui marche dans tous ces groupes. Je vais en reparler tout à l'heure. Ça va très loin. Ça va de gens ordinaires ou qui paraissent ordinaires. Je pense pas du tout qu'ils le soient. Jusqu'à des gens moins ordinaires, et ça va jusqu'au grand patronat. Bon, tous ils vont dans ce sens-là. Démocratie participative. Et cela, rien que ça c'est dans l'introduction, on voit qu'ils sont européistes et immigrationnistes. Rien que ça. Et qui reprennent l'argument, la réduction ad Hitlerum, là, la blague, l'extrémisme, machin, si tu veux sortir de l'UE, t'es un nazi, si tu veux pas que des cargos d'Africains viennent en France prendre les HLM et la sécurité sociale à la place des Français qui n'y ont plus droit, ou de moins en moins, il faut le dire, t'es un nazi, ce que je suis en train de dire là, ça tombe sous le coup de la loi presque. D'ailleurs, je pense que ce sera bientôt le cas. Presque. Voilà, ils sont pas du tout révolutionnaires. Ils veulent faire un truc révolutionnaire, mais dans l'âme, ils le sont pas du tout. Ils sont complètement dans le système. Ça, c'est une évidence, quoi. Ils ont l'air très gentils, mais bon, j'avance. Ce serait une véritable révolution démocratique. Alors en théorie. Moi, j'ai déjà dit des trucs là-dessus. C'est à voir. Et puis je vais encore dire des trucs après. Alors, on y va dans les institutions.
Assemblée citoyenne délibérative désignée par tirage au sort. Ça, c'est donc le Sénat citoyen. Des citoyens sans plan de carrière politique. Ce sont des citoyens sans plan de carrière politique. Alors, désormais, avoir un plan de carrière politique, c'est presque un crime. Voilà, t'es forcément potentiellement corrompu. Ce qui est hélas vrai dans les faits. Mais c'est pas obligatoire. On peut très bien élire des gens honnêtes, sauf qu'on ne le fait pas. Et puis le système aussi choisit volontairement des corrompus pour les tenir, en fait. Parce qu'après tu balances une affaire, bah là t'as eu Benalla, et puis bon, si t'es tout le temps comme ça, ils se font tous éjecter. Là, il y a Mélenchon, voilà, un moment où il fait chier, avant les européennes, il risquait fort de... Tiens, j'ai pas dit tout à l'heure que je pense que, avec les manipulations qu'il y a eu pour Macron, je pense qu'il aurait pu... C'était peut-être lui qui aurait dû être élu, je sais pas, ou alors Marine Le Pen. Je pense plutôt que ce serait Mélenchon, parce qu'on s'est attaqué à la gauche dans les radiations. Voilà, Mélenchon, il s'est pris de descente de police. Il a fait son cinéma. Ça lui a nui. Ils font ça tout le temps. Pour moi, la professionnalisation des politiques, c'est pas un problème. C'est même indispensable, quoi. C'est seulement un problème de corruption. C'est pas un problème de plan de carrière politique. S'ils veulent faire carrière, ils ont le droit de faire carrière, quoi. Pour l'instant. Cette chambre sera représentative de la population française. Alors là, c'est un grand mythe de l'égalité auquel je n'adhère pas. Bon, allez, admettons, en tout cas, c'est bien, allez, on va dire que ça fait un contre-pouvoir. Admettons. Le Sénat citoyen doit avoir les mêmes prérogatives que la chambre élue dont il est le miroir. Les sénateurs citoyens devront être présents à plein temps afin de légiférer, de questionner et de contrôler le pouvoir élu et le gouvernement. Alors voilà. C'est assez fort. Les citoyens qui composeront le Sénat citoyen ou les autres assemblées citoyennes, car il est question d'en mettre partout sur le territoire, seront formés, auront du temps pour travailler et interroger des experts de leur choix afin de se faire une opinion construite et rédiger leurs avis ou proposer des amendements. La durée de leur mandat sera de 2 années. Il faut donc des citoyens présents à plein temps et indemnisés pour cela. La fonction est obligatoire et indemnisée au même niveau que les députés actuels. Si certains présentent des raisons valables, ils peuvent être dispensés de la fonction. Alors on va vous obliger maintenant. Enfin si ça se fait, hein. C'est possible. En tout cas, on trouve des éléments vraiment communs. Bon, on verra. Si ça se fait, on va obliger les gens à devenir sénateurs citoyens. Alors ils vont quitter leur boulot, ils devront faire ça à plein temps. Ils vont devoir aller à Paris, même si vous habitez à Montpellier. Et puis siéger à plein temps. Bon. Alors un petit truc, c'est un petit peu à part, mais non pas vraiment, on va y revenir aussi. Nous nous méfions des solutions visant à faire voter les citoyens sur tous les sujets par Internet. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, sur le RIC en toute matière. C'est-à-dire voter toutes les lois par le peuple, quoi, en permanence. Elles partent d'une bonne intention, mais il existe un risque fort que les décisions prises dans ces circonstances soient de manière superficielle, sans travail réellement approfondi des projets et propositions de loi, par exemple. Je suis entièrement d'accord. Les conférences de citoyens organisées en France et dans toutes les démocraties modernes du monde montrent le sérieux du travail des citoyens impliqués dans ces processus. C'est faux. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes ailleurs. Je vous le lirai plus tard. Tout à l'heure, dans pas longtemps. Le choix des experts auditionnés est un point crucial pour favoriser des débats. Par ailleurs, les sénateurs citoyens pourront s'appuyer sur l'expertise du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, ça c'est la réforme dont on a déjà parlé. Le Sénat citoyen reprendrait l'intégralité des fonctions du Sénat actuel et de son fonctionnement en commission. Les sénateurs citoyens auront la capacité supplémentaire d'interroger les motivations de l'Assemblée nationale, c'est le principe de questionnement. En cas de désaccord persistant entre le Sénat et l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire, 7 sénateurs et 7 députés, il y aura une commission mixte afin de rechercher une position commune. Ça c'est comme aujourd'hui. Normalement il y a une navette, l'Assemblée nationale elle discute d'une loi, il y a des amendements et tout, puis quand ils l'ont voté ça va au Sénat, qui propose leur amendement, ça peut faire deux allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ils doivent tomber d'accord sur le texte, et s'ils ne sont pas d'accord dans la procédure normale qui n'est pas urgente, il y a une commission mixte paritaire, ces sénateurs, ces députés, ils discutent, et puis à la fin, si c'est pas, ils sont toujours pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc en fait ça la rend plus puissante, quoi. Dans les faits, c'est elle qui a le pouvoir, sans compter que le gouvernement a l'initiative des lois. Bon, ça, j'en parlerai plus tard. L'objectif général des sénateurs citoyens sera d'encourager l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, je pense que j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais j'y crois de manière très limitée. Bon, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Encourager l'intelligence collective dans la prise de décision, sachant qu'il pourra exister des divergences de vues et des oppositions de fond chez les élus qui devront être clairement explicitées. Aujourd'hui, il y a trop de considérations politiciennes qui interfèrent dans le débat.
Une chambre tirée au sort pour un mandat de 2 ans seulement évite cet écueil et apportera un point de vue moins partisan. Admettons. Dans leur planning, il y aura pour chaque groupe de sénateurs, des sénateurs citoyens, il y aura 7 mois de formation avant l'entrée en fonction en janvier. Et ils seront indemnisés. On verra plus loin comment. 7 mois de formation. 7 mois de formation et vous devenez sénateur. Bon. Le nouveau sénateur citoyen devra s'organiser et bénéficiera au même titre que les sénateurs actuels d'une importante aide logistique lui facilitant son travail, assistant parlementaire, indemnité, remboursement de tous les frais. C'est plutôt sympa. Ça donne envie. Sans parler d'indemnisation, c'est un salaire quoi, qui peut être très conséquent. Plus la formation de l'ensemble de la population sera développée en matière d'institutions et de gestion politique du pays, fonctionnement institutionnel, vie politique, droit parlementaire, histoire institutionnelle, macroéconomie, plus la formation des tirés au sort sera simple à organiser. Alors voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, que je redirai peut-être plus tard. C'est là où où le bas blesse, c'est que en France et ailleurs, le niveau de l'instruction baisse. L'instruction est détruite à dessein, volontairement. On veut des gens moins intelligents, moins éduqués, moins formés, à part pour bosser dans une entreprise, ça, il n'y a pas de problème, on peut leur faire visser des boulons ou devenir comptable ou tout ce que vous voulez. Mais pour avoir une culture générale, une intelligence mathématique qu'on est en train de rendre facultative, rendre les gens analphabètes, ils ne savent plus faire une phrase sans faire de faute, ils ne lisent plus quasiment, ou alors des petits textes vite fait sur internet, il faut que le texte soit pas trop long, là ma vidéo va encore faire plus d'1 heure, les gens ça va les faire chier, ils vont pas écouter. Bon, tout baisse, mais on va faire... Plus la formation sera développée, plus la formation des tirés au sort sera simple à organiser. Sauf qu'on est en train de les abêtir de faire l'idiocratie comme le film, pour mieux les contrôler, simplement. Voilà, pour qu'ils se rendent moins compte qu'on les entourloupe, même s'ils s'en rendent compte, mais au fur et à mesure des générations, ils s'en rendront de moins en moins compte. Si ça continue comme ça, si on n'arrête pas tout ça, ils vont devenir de plus en plus bêtes et malléables. Et là, on va en faire un Sénat citoyen. Voilà, on va discuter des lois, les voter, les amender, tout ça. Alors qu'ils connaissent déjà globalement, c'est pas gentil ce que je dis, globalement ils connaissent pas grand chose, c'est normal, on n'est pas tous faits pour être des érudits. Moi-même je me considère même pas moi comme un érudit, pas du tout. Il y a des gens beaucoup plus érudits que moi, beaucoup de gens beaucoup plus érudits que moi. J'aurais pas prétention moi à devenir député. Faudrait que je sois un peu plus formé et pas en 7 mois. Et là on va balancer des gens qui n'ont pas forcément un quotient intellectuel élevé, d'ailleurs. Et je dis pas ça pour être méchant, les gens sont tous différents, c'est normal, et c'est très bien, c'est la vie humaine. Mais nous, on veut le mythe de l'égalité. L'égalité homme-femme, les hommes et les femmes sont pareils, c'est pareil à la naissance, et c'est nous qui les dévoyons, bon, par notre éducation. Voilà. Ils en reparleront eux-mêmes plus tard. Je trouve ça un peu cocasse. Bon. Je continue. Les tirés au sort seront contrôlés afin de vérifier qu'ils sont aptes à devenir sénateurs citoyens. Il faudra vérifier que les candidats n'ont pas de conflit d'intérêts, en particulier qu'ils ne sont pas des élus. Ok. Et enregistrer leur patrimoine afin de pouvoir le comparer à ce qu'il sera après leur passage au Sénat citoyen pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Alors ça c'est très bien. Première question que je pose, c'est pourquoi ils font pas ça pour tout le monde, pour tous les élus. Déjà, bon, ça ferait des surprises ou pas. Ça révélerait ce qu'on sait, c'est à quoi on s'attendrait et ça ferait du ménage. Bon, ça c'est pas possible. Ça peut pas arriver, sauf si on fait une révolution sanglante. Et puis il ne parle pas des autres avantages, des avantages autres que financiers. On peut leur proposer un poste pour plus tard, un poste très bien rémunéré, beaucoup mieux que leur boulot de merde qu'ils faisaient avant, par exemple, ou même pas un boulot de merde, même s'ils avaient un bon boulot. Si je leur propose le double du salaire pour avoir un poste dans la haute administration ou plus tard dans un parti politique ou dans une entreprise, bah, tu peux les corrompre comme ça. Tu peux les corrompre de plein de manières. Tu peux aussi ne même pas toucher à leur patrimoine. Je les inviter au resto, leur filer des... comme font les commerciaux. Ils achètent... comment les médecins ils sont achetés. On les envoie aux Caraïbes, ils vont faire une conférence. Bon, maintenant, ils n'ont plus le droit d'emmener que leurs femmes et pas tout un groupe d'amis. Comme autrefois, il y a eu des restrictions, mais on leur fait des cadeaux. Bon, voilà, ça suffira pas. Bon, enfin, ce qui n'empêche pas que ce soit une idée louable, admettons. Je continue. Une mise à pied d'un sénateur citoyen dont le comportement serait incompatible avec la sérénité des travaux du Sénat citoyen pourrait être effectuée. Bon, alors effectivement, si tu as tiré au sort un
un poivreau qui vient bourrer, déjà qu'il n'est pas présentable, voire qu'il vocifère ou je sais pas quoi, des choses comme ça, ou alors un mec violent, évidemment il faut contrôler. Mais, puis ça ils en reparlent plus tard. Hein. Ils en reparlent plus tard. Mais est-ce que ça ne pourrait pas devenir une police politique? Déjà, quand on voit ce qu'ils ont dit en introduction sur les fachos, là, si t'es anti-immigrationniste, que tu dis un truc sur les homosexuels, on va dire que t'es homophobe. Si t'es contre le mariage pour tous, ben t'es mort, quoi, je pense. L'égalité des sexes, si tu dis que les femmes et les hommes sont pas identiques, ben, tu peux te faire, je pense que tu peux te faire exclure du Sénat citoyen, quoi. De toute façon, je pense qu'il y aura aussi une espèce d'autocensure, voilà, d'autocensure. Il y aura une espèce d'autocensure, les gens ils seront, si ce machin-là existe, ou même si ça existe à un nouveau local, c'est le même principe, c'est le principe de la démocratie participative, de la participation citoyenne dans l'ensemble dont je parle. Même s'ils font pas exactement ça, ce que je dis est valable, je pense, en général, voilà. Et les gens qui vont aller là-dedans, je pense qu'ils seront impressionnés déjà par l'endroit où ils sont. Imaginez qu'ils siègent au Sénat. Ça va leur faire tout drôle. Le gars il sort de son usine, ou de n'importe quel, ou de Auchan, caissière à Auchan, je prends un peu des caricatures, ça peut être n'importe quoi, même un haut cadre, hein. Vous faites au Sénat, et puis ils vont rencontrer des politiques. Ils vont rencontrer des hommes politiques, forcément, hein. Ils vont pas rester qu'entre eux, et puis d'ailleurs il y aura des animateurs, ça, ils en parlent plus loin. Ils seront forcément sous une influence psychologique. Ça me paraît inévitable, quoi. Ils seront pas les mêmes que quand ils sont chez eux, d'autant plus qu'ils seront pas chez eux. Et a priori, je vois pas comment ils pourront rentrer chez eux tous les soirs. Ils vont loger à l'hôtel. Je sais pas comment ça va, ce bordel pourrait être organisé. Quoi qu'il en soit, où que ça se passe, il va y avoir une atmosphère qui va agir sur l'inconscient des gens. Je pense pas qu'on puisse s'attendre à quelque chose de citoyen au sens où le citoyen qu'on peut croiser dans la rue. Et il y aura aussi un autre effet, autre que l'influence du milieu où ils vont pénétrer, c'est l'influence du groupe. Il va y avoir des gens éloquents et d'autres qui ne connaissent rien. Comment voulez-vous que ceux qui ne connaissent rien, ils vont peut-être essayer de parler, mais ils vont vite se faire rabrouer, même gentiment. Il va y avoir des meneurs. Et ce seront peut-être des chefs d'entreprise. Voilà, des patrons. Quoi qu'un patron qui met sa vie entre parenthèses pendant 2 ans pour aller à ce truc-là, ça paraît difficile. Ça aussi, on va en reparler dans pas longtemps. N'importe qui a un lettré de gauche, voilà, gauchias. Il va mettre à l'amende un homme simple qui a du bon sens. Bon, il y aura un effet de groupe. Même si ils votent ce qu'ils veulent à la fin, il y aura quand même un débat, une pression. Moi, je le prétends, je l'affirme. Bon, je continue. Alors, le relais des pouvoirs citoyens, les assemblées citoyennes territoriales, voilà ce que j'avais dit. Au niveau régionaux, départemental, communal, même intercommunal, dites donc. Oui, parce qu'il y a des élus à l'intercom. Alors, ainsi qu'au niveau européen. Ces assemblées composées de citoyens tirés au sort selon une procédure similaire questionneront et contrôleront les pouvoirs locaux à leur niveau. Alors, au niveau européen, une assemblée de 74 citoyens français dialoguera avec les 74 députés européens français. Sans réel pouvoir coercitif, cette assemblée citoyenne dialoguera avec le Sénat citoyen sur les questions européennes. Bon, donc ça sert à rien. C'est clair, le Parlement européen, il sert à rien ou quasiment à rien. Ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais vous le savez déjà, je le détaillerai. Et en plus, ils n'auront pas de pouvoir coercitif, quoi. Ils vont juste blablater. Quand on sait que tout pouvoir quasiment se concentre à l'Union européenne, qu'on ne pourra pas agir là-bas, voilà, ça fait partie du piège, quoi. Ça fait partie du piège. Ça va être, s'ils font ça, ça va être ou un truc, si en approchant, ça va être de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre copain. Je continue. Les assemblées citoyennes territoriales seront également sollicitées pour la discussion de certaines lois au niveau national. Ainsi, on pourra tirer au sort 3 assemblées à chaque niveau, 3 régions, 3 départements, 3 communes, 3 intercommunalités, avec qui le Sénat citoyen travaillera en collaboration étroite afin de nourrir ses réflexions et s'assurer que la loi ne pose pas de problème d'application à ces échelons. Bon, s'ils veulent. Un point majeur serait la mise en place d'un véritable droit de référendum d'initiative citoyenne large. Voilà, on y vient, les gilets jaunes là. Vous l'avez, votre RIC. Il pourrait concerner des référendums positifs d'initiative constitutionnelle ou législative, des référendums abrogatoires ou révocatoires, permettant d'abroger des lois, des décrets ou toute décision d'autorité publique et de révoquer les élus à tous les niveaux de la vie publique. Bon, ça on entend parler depuis un moment maintenant. Les outils numériques actuels facilitent grandement la mise en place de ce dispositif. J'ai déjà dit tout à l'heure ce que je pensais
du vote par Internet. Hein. Les avantages du Sénat citoyen. Les tirés au sort ne sont pas des hommes politiques qui... Parce que politique, apparemment, c'est devenu mal, ce qui peut se comprendre, mais fondamentalement, ça ne devrait pas l'être. Et quittent temporairement, pendant 2 ans, leur activité, a priori, et la réalité professionnelle pratique qu'ils connaissent bien. Ok. La durée limite du mandat empêchera les mauvaises habitudes de s'installer. Collusion, court-circuitage des procédures, vote automatique suivant les consignes du parti. Les citoyens tirés au sort ne peuvent pas être suspectés a priori de vouloir le pouvoir pour leur propre intérêt. Alors ça, on n'en sait rien du tout. Vous pouvez avoir un intérêt personnel quand vous votez. Si vous êtes un chef d'entreprise ou si c'est votre mari ou votre frère ou votre cousin qui est quelqu'un de très proche. Vous allez faire des lois l'arrangeant lui, ou n'importe quoi, vous pouvez avoir n'importe quel intérêt personnel à voter des lois. C'est pas parce qu'on n'est forcément pas un politicien de carrière. Et puis on peut aussi avoir du carriérisme dans ce contexte. La situation financière sera strictement contrôlée avant et après leur mandat, j'ai déjà parlé. Le pouvoir politique va devoir faire des efforts d'explication sous peine d'être sanctionné. Bon, expliquez. L'initiative de la loi et son inscription à l'ordre du jour se fera à part égale entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Une place devrait être réservée aux initiatives du Sénat citoyen. Bon, ça, c'est pas très détaillé. Donc, a priori, ça veut dire que ce serait minoritaire. Sinon, il le dirait, je pense. À part égale entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Bon, ça serait une chose assez radicale parce que le gouvernement, c'est lui le chef là, dans toutes ces institutions, parce qu'il a l'initiative des lois. On a vu récemment un exemple avec la France Insoumise qui a déposé une proposition de loi visant à instaurer le RIC, en sachant très bien que ce serait refusé par le gouvernement, dans le sens où le gouvernement ne l'a même pas mis à l'ordre du jour. C'est aussi simple que ça. C'est le gouvernement qui met à l'ordre du jour les lois. Comme ça, c'est... Après, c'est voté par le Parlement dont il a normalement la majorité, enfin dont il a la majorité, dont la majorité le soutient. Et c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas le Parlement qui il peut proposer des lois, mais si le gouvernement en veut pas, en général il en veut pas, sinon il l'aurait fait lui-même, il rejette. En général, il se fatigue même pas à le faire. Donc là, à part égale entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, oui, ça ferait un grand changement, c'est clair. L'exécutif, quant à lui, doit se concentrer sur l'exécution des politiques et le bon fonctionnement de l'État et des administrations. Alors là, voilà. L'exécutif, il a un rôle d'exécutant. Voilà, c'est même plus un régime présidentiel et c'est même plus un exécutif fort. On peut même dire que c'est quasiment un renversement, si c'est comme ça. C'est un régime parlementaire en fait. Voilà. Le personnage politique central deviendra le Premier ministre. Il n'y aura plus le président de la République, la fonction est supprimée. Certains de ses pouvoirs actuels seront transférés au Premier ministre, chef des armées, 3 petits points, et d'autres au Sénat citoyen. Pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, 3 petits points. Alors ça c'est assez violent. Donc ça me fait douter qu'ils le feront en ces termes. Je continue. Une part de proportionnelle doit être introduite à l'Assemblée nationale. Cette part doit être limitée afin que le pays reste gouvernable. Ça, ils disent qu'ils veulent le faire, une part de proportionnelle. Ils vont le faire, c'est clair. Pourquoi ils veulent le faire? C'est étonnant parce qu'ils vont y perdre. Ils ont tout intérêt à ce que... Sauf exception, c'est arrivé une fois sous Mitterrand ou pendant un moment, à une seule élection législative, ils ont vu que ça les arrangerait bien de faire un peu de proportionnel, donc ils l'ont fait, et puis après, juste après, ils ont rechangé la loi et ils ont enlevé. Non, en général, ils y perdent, donc là, ils vont le faire. Je ne sais pas pourquoi ils vont le faire. Peut-être pour histoire de... Pas des normes européennes, parce qu'il n'y a pas encore de pression européenne à ce niveau-là, mais il y a quand même une volonté d'harmonisation européenne, et je sais pas, c'est à étudier. Bon, le CESE, c'est le représentant de la société civile organisée, enfin il va le devenir. Association, syndicats et patronat. C'est une assemblée consultative susceptible d'apporter au Sénat citoyen une expertise et un point de vue différent de celui de l'exécutif. Une réforme de son fonctionnement et du mode de désignation de ses membres semble nécessaire, notamment pour y inclure un collège de scientifiques. Ok, donc eux, ils vont éclairer les sénateurs du peuple, les sénateurs citoyens, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils vont être consultés. Ils peuvent même les alerter. Bon. Afin d'équilibrer les pouvoirs, le Sénat citoyen n'a pas le dernier mot sur le vote des lois, fonctionnement identique au Sénat actuel, mais il a un pouvoir de destitution du gouvernement et de dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, donc il a quand même un rôle secondaire par rapport à l'Assemblée nationale, et je trouve que c'est tant mieux. Effectivement, il a un pouvoir de destitution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, je trouve ça bien. Je suis pas là pour tout casser non plus, je me méfie. L'objectif du Sénat citoyen n'est pas de se substituer aux élus, mais de faire en sorte qu'une forme d'intelligence collective puisse s'exprimer. Okay. Le Sénat citoyen a un rôle législatif comme peut l'avoir le Sénat aujourd'hui. Il n'aura pas le dernier mot en cas de désaccord avec l'Assemblée nationale,
mais il a 2 leviers de pouvoir très puissants. Il est dissous dans l'Assemblée nationale, décider le gouvernement. Ok. Le budget doit être approuvé par le Sénat citoyen. Très important. Très important. Juste une phrase, mais c'est majeur. Son budget, l'argent, le nerf de la guerre, on fait rien, quoi. D'ailleurs, on a même vu un mec de LRM là, qui s'est fait jarter, juste parce qu'il avait voté contre le budget de LRM. Petite dictature interne, là. C'est dire à quel point c'est important. Bon, ça a recadré tout le monde. Une seule tête. Alors, le contrôle signifie que le Sénat citoyen devra s'assurer d'une part que les procédures ont bien été respectées et les résultats pris en compte, et d'autre part de l'efficacité des lois mises en place. Le contrôle pourrait aussi concerner le fonctionnement de l'État, avec des commissions d'enquête citoyenne auditionnant non seulement le gouvernement et les collectivités locales, mais aussi directement les administrations. Très bien. Le Sénat citoyen nommera les directeurs, représentants d'entités et d'agences indépendantes, Conseil d'État, Cour des comptes, CSA, ainsi que les hauts fonctionnaires, alors eux, sur proposition d'administration, et validera les promotions des hauts fonctionnaires. Bon, alors là, je vois pas très bien sur quelle base ils vont pouvoir nommer ces représentants, Conseil d'État, Cour des comptes, CSA, avec le manque de culture politique qu'ils auront, et le reste, même si on leur tient, enfin, on va leur expliquer des choses, mais on va leur tenir la main, mais je pense pas qu'on va leur dire que tel gars, il a magouillé, il a magouillé dans telle affaire, ou que tel gars est un franc-maçon, ou tout ce que vous voulez, qu'il a fait ci ou ça. Bon, bref. Mais dans le schéma, il a indiqué qu'il y a le Premier ministre qui les nomme aussi. Ça, c'est pas écrit ici, mais bon, donc ça peut contrebalancer, je pense. Bon, je sais pas. C'est assez court. Le président du Sénat citoyen est élu par le Sénat citoyen pour un mandat de 2 ans renouvelable. La procédure sera certainement un vote sans candidature. Encore une fois, il se méfie toujours. Donc, président, c'est... Tiens, c'est toi le président. Ah, je termine. Parmi des personnes ne se trouvant ni parmi les sénateurs citoyens, ni parmi les autres assemblées tirées au sort. Voilà. Alors, encore une fois, ils veulent faire travailler des gens qui veulent pas travailler. Donc, ce sera même pas un sénateur citoyen, c'est quelqu'un. Tiens, Nicolas Hulot, il a une bonne gueule. Je dis n'importe quoi. Tiens, tu veux pas être président du Sénat citoyen? Hein? Qui? Moi? Pourquoi? Bah, parce que on t'a choisi. Bon. Je sais pas. Bon, bah, c'est comme ça. Le président du Sénat citoyen assure la représentation institutionnelle du Sénat citoyen et rend compte des travaux de ce dernier. Il n'en est pas le chef. Il assure la liaison entre le gouvernement, le Sénat citoyen et l'Assemblée nationale. Le pouvoir de destitution du gouvernement se fait à la majorité de 3/5, et de l'Assemblée nationale, pareil, à la majorité des 3/5. Ok. Dans le cas de figure où le Sénat citoyen se mettrait à agir de manière irrationnelle, une procédure de destitution existe. Le déclenchement d'un référendum de dissolution du Sénat citoyen. Un nouveau tirage au sort sera alors effectué. Bon, pourquoi pas. Composition du Sénat citoyen. Alors, voici une indication sur la composition des Sénats citoyens de l'image de la France. 3 critères seront remplis par construction. Parité homme-femme, région de provenance et classe d'âge. Ce sont des critères objectivement indiscutables. Alors si, je le discute moi. Déjà la classe d'âge, en fonction de la population, ils ont fait des pourcentages là. Moi je dis, est-ce qu'à 21 ans on est aussi légitime qu'à 55 ans, par exemple? 21 ans, on connaît pas grand chose. 55 ans, on a du vécu, on a des connaissances, on en a plus. Il y a des personnes de 21 ans très instruites et beaucoup plus intelligentes que des personnes de 55 ans, ça arrive, mais en gros, moi je ne dis pas qu'ils sont égaux. Je répondrais, c'est déjà le cas en démocratie. Toutes les voix sont égales. Bon. Alors, je ne vais pas discuter là-dessus. Je vais juste dire que voter des lois et faire les lois dans un hémicycle ad hoc, c'est pas la même chose, quoi. C'est quand même le degré au-dessus. Bon. Tu balances. Il pourrait y avoir des gamins de 18 ans, quoi. Ça va être cocasse. Alors que des députés de 18 ans, on n'a pas encore vu beaucoup. Là, en ce moment, on a Jordan Bardella, du Rassemblement National, il a 21 ans, je crois. Ouais, ça doit être ça. On le chahute très gentiment, vaguement sur son âge. Ça passe vite à la trappe parce qu'on voit qu'il fait l'affaire, mais qu'il a le bagage. Mais en général, c'est pas le cas, quoi. Tu parles avec des jeunes qui connaissent rien, quoi. Puis au niveau de la culture générale, c'est de pire en pire. Bref, bon, la région de provenance, on s'en fout, mais la parité homme-femme, là je vais choquer 50%. Enfin, choquer les femmes qui écoutent, s'il y en a encore à cette heure-ci, et les hommes féministes, parce que je pense pas que les hommes et les femmes soient égaux, et
les hommes ont une propension à la politique plus importante. Et ça, c'est statistique, c'est parce qu'aujourd'hui, on impose aux maires, on demande aux maires la parité, alors qu'ils se plaignent, ils n'arrivent pas à trouver assez de femmes pour être élus, pour se présenter. Elles ne se présentent pas. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors on va me dire, oui, c'est parce qu'à la naissance, on les a brimés. Bon, d'accord, si vous voulez. Ok. Non, ma petite, tu peux pas être maire en 2019. On formate les femmes comme ça. Oui, bon, on va pas rentrer dans un débat, mais bon, c'est anecdotique. C'est quand même dans l'air du temps. Et le Sénat citoyen, c'est dans l'air du temps. Les sénateurs, comme ils seront, 348. Donc pas de changement par rapport aux sénateurs actuels. Alors, nomination. J'ai bientôt fini, je crois. L'idéal sera d'avoir des sénateurs citoyens intègres, disponibles, motivés, représentatifs de la population française. Il est difficile d'avoir la garantie que tous ces critères seront remplis. Nous avons considéré que le plus simple était de rendre la fonction obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Bien indemnisé et de permettre à ceux qui ont des raisons à faire valoir de pouvoir en être dispensés. Ce qui impliquera de tirer à nouveau au sort d'autres personnes pour les remplacer afin de choisir des gens intègres et de ne pas y avoir d'enrichissement personnel. Blablabla. Tirage au sort obligatoire. Donc ils ont fait des conférences citoyennes, dont je parlerai après. Bon, il y a eu plusieurs options. Là, il y en a deux pour le tirage. Dans tous les cas, c'est tirage au sort. Et c'est soit obligatoire, soit avec motivation. C'est-à-dire, soit ils en tirent 348. Plus un petit pourcentage de sécurité, s'il y en a un qui meurt ou je sais pas quoi. Et puis ils sont obligés d'y aller. Donc si vous n'avez pas envie, vous y allez quand même. Sauf si, je sais pas, vous avez quelque chose à charge, vous êtes mourant du cancer, ou peut-être que si vous avez une entreprise quand même, ils vont pas vous la casser. Si vous avez un plan de carrière, ça va être plus difficile, je pense. C'est plus difficile de dire non. Ils vont le casser. Je sais pas s'ils iront jusque-là. En tout cas, il y a une contradiction quelque part. Je vais vous l'expliquer. Les indemnités, les mêmes dans cette option-là, seront les mêmes pour tout le monde. Calquées sur celles des députés, du montant de l'ordre de 5 000 € net. Alors ça motive. Ça motive clairement. Plus les avantages qu'on avait dit tout à l'heure, les secrétaires, voitures de fonction, tout ce que vous voulez. Je sais pas si ils n'auront pas des voitures de fonction, mais s'ils vont au resto, ils pourront choisir des bons. Bon, évidemment, il y aura des grilles, mais... Avantage, tout le monde reçoit une indemnité du même montant. Inconvénient, il va y avoir des gens non intéressés par le travail d'élaboration des politiques, donc une perte d'efficacité importante. Bah ça c'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va tirer au sort des gens, on va leur promettre un salaire. Alors imaginez quelqu'un qui se tue à la tâche sur un chantier. Bon, quelqu'un d'éligible. Tu te reposes pendant 2 ans, tu vas t'asseoir dans une assemblée citoyenne. Si c'est le Sénat citoyen de payer 5 000 €, est-ce que ça t'intéresse? Quoi, moi? Bah oui, oui je prends. Bon, voilà, la volonté, la motivation là-dedans, elle est forcément biaisée. Et puis les compétences, n'en parlons pas, quoi. Ceux qui seraient les plus compétents, statistiquement, ils auront souvent un salaire élevé et la carotte des 5 000 € sera peut-être pas suffisante par rapport à ce qu'ils attendent de leur plan de carrière. Bon, on peut trouver plein de discussions comme ça. Plein de contre-arguments. Dans la deuxième option, tirage au sort avec motivation. Alors, 1000 tirés au sort et appel à 348 volontaires représentatifs parmi les 1000 de départ. Indemnité comparable à ce que les gens gagnent dans leur vie au moment du tirage au sort, avec un minimum de 1,3 fois le SMIC, pour éviter les effets d'aubaine et ne pas interférer avec les motivations réelles. Bon, très bien. Avantage. Tout le monde n'est pas intéressé par le travail de co-construction avec les élus. C'est un compromis entre tirage au sort pur et recherche de volontaires motivés, si on veut. Inconvénient, le report d'environ 3 tirés au sort pour un volontaire est basé sur les constats faits pour les conférences de citoyens, comme quoi ça se passe pas si bien que ça, qu'ils le disent. Seule expérience permettra d'ajuster ce nombre. Les sénateurs citoyens ne recevront pas tous ce même niveau d'indemnité. Ah, alors vous allez être assis à côté de quelqu'un qui pourra gagner 3 fois plus que vous. Bon, c'est sympa. Pour le même boulot. Ça va motiver, ça. Alors, et puis le simple fait de faire ça, de mettre une part de volontaires, donc ça contredit le principe du tirage au sort. Faut savoir ce qu'on veut, et puis tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu bancal? Bon, je sais pas, faut y réfléchir. Tirage au sort, bon, c'est joli. Du rythme du mandat. Le mandat est de 2 ans renouvelable par moitié afin de permettre une transition de l'expérience au suivant. J'abrège. Tout le monde ne peut pas mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pendant 2 ans. Il y a alors un risque d'avoir une surreprésentation de retraités, étudiants, fonctionnaires et salariés de grandes entreprises. Tout à fait exact. Sinon on propose, alors c'est l'option qui est retenue. 1 an, bon ce serait trop court. Ils arriveraient à peine qu'il faudrait repartir. Et puis ils ne seraient pas formés, je sais pas quoi. Et 3 ans serait trop long parce qu'ils risqueraient de se faire corrompre. Bon, alors,
Je sais pas en quoi on peut pas corrompre quelqu'un en 2 ans ou même en 1 mois, mais bon, c'est ce qu'ils disent. 3 ans, délai très long qui risque de créer une déconnexion avec l'univers familial et professionnel, surtout pour les gens venant de province. 2 ans aussi, je pense. Tout ça est compliqué. J'avance. Un sénateur citoyen dont le comportement est problématique peut être sanctionné individuellement et exclu le cas échéant. Permet une plus grande sérénité des travaux, mais l'inconvénient, c'est les critères et la procédure ne doivent pas être utilisés pour censurer un sénateur citoyen. Moi, j'en doute fort. Voilà. J'ai quasiment terminé sur le Sénat citoyen proprement dit. L'entrée en fonction du Sénat citoyen conduira à plus de transparence, d'explication et de délibération sur les actions du gouvernement et les propositions de loi. C'est une bonne chose, mais il faut noter que certains domaines sont particuliers à cet égard, comme les affaires étrangères, l'armée, la police, les services secrets pour lesquels des aménagements spécifiques vis-à-vis de la transparence sont à prévoir. Il en sera de même pour certaines mesures économiques radicales comme celles concernant la monnaie. Voilà, j'en parlais. Par nature, elles doivent être préparées dans la discrétion et mises en œuvre rapidement. Bon, alors déjà les services secrets. Services secrets, on va les faire voter sur les services secrets. Services secrets, c'est secret, quoi. Bon, enfin, tout ça, c'est les limites, quoi. C'est les limites du Sénat citoyen, évidemment. Bon, j'en ai déjà parlé, c'est que peuvent faire des citoyens dans les affaires étrangères. La question d'armée, est-ce qu'il faut acheter des Rafales ou pas? La question d'armée, de logistique, est-ce qu'il faut aller faire la guerre en Syrie? On va leur dire quoi? On va leur dire oui, Bachar al-Assad, c'est un dictateur. On va leur dire non, faut pas d'influence à l'étranger, faut pas s'immiscer dans les affaires étrangères. Bachar al-Assad, c'est de la politique, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme, ce qui se passe là-bas. C'est une évidence, quoi. C'est pas parce que c'est un dictateur qu'on va l'attaquer. Les dictateurs, il y en a partout, il y en a même qu'on va pas les attaquer, et il y en a même qu'on soutient. L'Arabie Saoudite, c'est un des pires. Ça, on va jamais expliquer ça. On va jamais l'expliquer volontairement dans le cadre de l'hémicycle du Sénat. Et celui qui ose en parler, il risque aussi de se faire abrouer, quoi. Citoyen ou pas citoyen, les gens qui parlent comme ça, ils seront en minorité et ils vont passer pour des moutons noirs aussi. Il risque d'y avoir des effets de clan. Bon, enfin bref, c'est pas facile. Animation du débat, on y vient. L'organisation et l'animation des débats est également un point fondamental, certes. Il faudra faire en sorte de jouer sur la complémentarité des sénateurs citoyens, n'ayant pas tous le même niveau de formation, mais étant tous susceptibles de faire des remarques intéressantes et pertinentes pour remplir leur rôle. Ok. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'ils soient tous capables de formuler une argumentation structurée au premier abord, ce qui n'est pas un problème en soi. Ok. L'essentiel étant de pouvoir être critique et constructif. Ouais. Bon, je crois que j'en ai assez parlé. Il faudra savoir articuler le travail préparatoire en commission, en atelier de travail et le travail en plénière. Pas en plein air, c'est pas des jeux en plein air. Cela demande des animateurs formés. Alors qui? Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Bon, je termine. Numérique. Les outils numériques permettent d'offrir plus de transparence sur le calendrier des travaux et discussions, ce qui est déjà fait en partie, dans l'objectif de permettre à ceux qui le souhaitent de contribuer au débat et à l'amélioration des politiques. Outil de consultation, e-pétition, pétition électronique, e-pétition. La pétition électronique donne des indications sur les préoccupations des citoyens signataires, si elle reste indicative à partir d'un certain seuil à fixer. 100 000 signatures par exemple, le Sénat citoyen s'assurera que les questions soulevées sont prises en compte et pleinement intégrées aux délibérations. Bon, pourquoi pas. Enfin, truc par internet. Véritable possibilité d'une proposition de loi ou de référendum d'initiative populaire. Ah oui, au fait, les 100 000 signatures, là, donc depuis hier, car nous sommes le 10 mars 2019. Et hier, donc le 9, ça y est, LRM qui disait on va faire un... Non, on fera pas le RIC, on fera un RIC local. Alors là, coup de théâtre. Ils vont faire un RIC. Ils veulent faire un RIC national. Et s'ils le disent comme ça, ils vont pas revenir en arrière. Là. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Alors ça, c'est très étonnant. Personne n'y croyait. Voilà. Ils vont le faire. Alors après, c'est comment ils vont le faire. Il y a la question du champ d'application. Est-ce que ce sera en toute matière? On peut en douter, on verra. On ne sait pas. Pour l'instant, ils n'ont rien dit. Et surtout, sur quelle base? Donc là, là, ils disent 1 million. Puis certains disent ils peuvent baisser. Admettons, ils baissent à 500 000. Bon, 1 million, c'est énorme, quoi. 1 million, c'est énorme, mais il n'y aura pas beaucoup de référendums qui réunira 1 million de personnes. On peut même se demander si ce ne sera pas organisé. Pour atteindre le 1 million, ça c'est toujours ma paranoïa. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple suisse. Bon, c'est à voir. En tout cas, dans le programme de l'UPR, je reviens à l'UPR, ils proposaient, eux ils pensent à 100 000 signatures ou 200 000. Bon là c'est 100 000. Là pour l'instant ils disent 1 million. Bon, ça fait
10 fois plus, quoi. Bon, je termine. Méthodologie. Les propositions présentées dans le présent document sont issues de travaux réalisés au cours des 6 ateliers ouverts à tous ayant réuni en tout plus de 160 citoyens. Alors voilà, ça j'en parle maintenant, vite fait. Les conseils citoyens. Ça ressemble au grand débat. C'est un truc qui a été instauré en 2014 dans le cadre de la loi de programmation de la ville et de la cohésion urbaine, et ceci dans le cadre des nouveaux contrats de ville. Les contrats de ville, ça a été instauré en 89. Ça concerne des projets urbains sous forme contractuelle entre l'État, les collectivités locales et les partenaires, les entreprises, quoi. En gros, ça concerne l'habitat, l'environnement, les transports, la sécurité, la culture, les équipements sportifs et les services sociaux. Ces conseils citoyens, ils sont composés d'habitants tirés au sort et de représentants des associations et des acteurs locaux. Bon, ils sont quelques dizaines, ça peut aller, comme on vient de le voir là, jusqu'à 160. Enfin, il n'y a pas de limite en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On les réunit, et puis on fait une discussion, un débat sur les cohésions urbaines, blabla. Bon, enfin, on fait parler des gens sur la politique de la ville. En gros. Ce qui est intéressant, voire drôle, entre guillemets, c'est que là, on a un rapport du fameux CNDP, que maintenant on connaît et que personne ne connaissait avant, Commission nationale du débat public, qui dit, en octobre 2018, juste avant les Gilets jaunes, ce rapport se penche sur la participation des habitants des quartiers dits défavorisés ou populaires. Voilà, c'est là donc se faire les conseils citoyens. Le tirage au sort n'est pas efficace du fait que l'on n'est pas sûr du tout que le tiré au sort est la fibre et la volonté de l'engagement. Départs multiples de membres pour des raisons variées, tels les déménagements à cause du NPRU, nouveau programme de renouvellement urbain, ou de la lassitude. Difficulté à créer une dynamique de groupe. Difficulté à comprendre le langage des spécialistes qui rebute beaucoup de membres. Ben voilà. Voilà, alors ça, peut-être qu'ils vont réussir à le contrecarrer dans leurs assemblées citoyennes, là. Peut-être par l'argent. Par la rémunération, donc les gens ils se barreront pas, évidemment. Surtout s'ils sont bien payés. Peut-être que c'est comme ça qu'ils veulent les tenir, quoi. Ou peut-être qu'ils vont prendre des... Ils vont bien leur expliquer les choses. Enfin, ils ont essayé de leur expliquer, mais ça n'a pas pris. Alors, avec des experts du CESE, est-ce que ça marchera mieux? Bah écoute, quand les gens ils sont pas faits pour participer à ce genre de débat, ils sont pas faits pour ça, quoi. On va pas les refaire, on va pas leur apprendre les bases, quoi. Puis s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Bon, enfin voilà, ça c'est le tirage au sort. Le truc à la mode. Bon. Mais au moins, il n'y aura pas de carriériste, paraît-il. Super. Voilà, ça c'est un petit truc rigolo. Un petit aparté sur le CESE, Conseil économique, social et environnemental. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Je veux juste te dire, là, donc il est censé avoir pris la relève du CNDP pour organiser le grand débat, ce qui est en fait complètement faux. Il l'a pas fait. Son président, c'est Patrick Bernasconi, autrefois donc vice-président et membre du bureau du conseil exécutif du MEDEF. Rien que ça. Le CESE, c'est un repère de francs-maçons. C'est de notoriété publique. Il n'y a que ça là-dedans. C'est aussi une espèce de placard en or pour y mettre des copains, quoi, en attendant qu'ils trouvent un autre poste. C'est très bien payé, ils bullent. Bon, j'en parlerai une autre fois. Mais là, dans le cadre qui nous occupe, à propos du MEDEF, le MEDEF considère, donc quand Bernasconi a remis sa démission, le MEDEF considère que le CESE, Assemblée de la société civile organisée et qualifiée, doit participer au renouveau démocratique de notre pays et de ce fait être le lieu où s'élaboreront, par le dialogue, des propositions à la hauteur des enjeux pour contribuer à la réussite de notre pays face aux mutations que notre société doit affronter. Le MEDEF apporte son soutien au projet collectif au service du renouveau démocratique et à la candidature de Patrick Bernasconi. Voilà, tout ceci date de l'automne 2018, je crois que c'est octobre, de l'automne 2018, je crois que c'est octobre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que donc tout ceci est préparé en amont. Je répète que c'est un calendrier, ça s'appelle le renouveau démocratique. Il y a eu des annonces, il y a eu des discours officiels à ce sujet, de Macron, de Philippe, Édouard Philippe, et le MEDEF est favorable au renouveau démocratique, participation citoyenne, etc. Si eux, ils y sont favorables, c'est louche. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. J'ai
encore une chose à dire. Là, on parlait du MEDEF. Maintenant, je vais parler de tous ces groupes. J'appelle ça une nébuleuse. Voilà. Les associations pour un renouvellement démocratique. Et j'ai quasiment terminé là-dessus. Il y a eu, le 12 avril 2017, un appel en faveur d'un Grenelle de la démocratie. Vous en avez peut-être entendu parler. Enfin, si pensez pas au Grenelle de l'environnement. Grenelle, c'est le mot à la mode, là. Vous avez entendu parler de Grenelle, mais pas de Grenelle de la démocratie. Tout le monde s'en foutait, malgré les travaux d'Étienne Chouard. Hein. Donc, 33 personnalités proposent de débattre à l'automne, donc je répète, 12 avril 2017, de débattre à l'automne de nombreuses propositions, donc ils ont un droit de pétition, reconnaissance du vote blanc, des trucs comme ça, des trucs différents, septennat unique. Bon, voilà. L'enjeu consiste à poser les questions de fond, le rôle de l'État, le rôle des collectivités territoriales. Alors là, on y revient. Hein, c'est dans le cadre de, encore une fois, je répète, du régionalisme et voilà, la gouvernance mondiale. Le rôle des citoyens et la prise en charge du numérique. Toujours les mêmes choses. Dans ce monde incertain et de plus en plus difficile à déchiffrer, et dans cette Europe qui attend de la France le plein exercice de ses responsabilités, notre pays doit se doter d'un système de gouvernance, on voit ce mot, moderne, démocratique et efficace. Qui sont les signataires? Des élus, des hauts fonctionnaires, des juristes, des écrivains, des économistes, des philosophes, ou prétendus tels. Beaucoup d'associations qui militent en faveur d'un changement démocratique. Parmi eux, qui est-ce qu'on retrouve? Armel Lecause, dont j'ai parlé tout à l'heure, de la démocratie ouverte. Il a signé ce machin-là. Bon, c'est pas la seule action qu'il y a eu, hein, mais je prends quelques bons exemples là. Je prends un bon exemple. Bon, nous avons Alexandre Malafaille de Sinopia, Béatrix Journeau de la Fabrique Spinoza, il y a plein d'autres mondes. Enfin, ils sont 33. Je vais parler de Alexandre Malafaille, donc avec son think tank Sinopia, c'est lui qui a lancé ce machin. Un think tank est un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées, mot à mot, c'est-à-dire que c'est un regroupement d'experts au sein d'une structure de droit privé, indépendante de l'État ou de toute autre puissance et en principe à but non lucratif. Bon, ça c'est la définition officielle. En fait, c'est un groupe, ce sont des experts choisis sur certains sujets, hein, des experts choisis par le système, quoi, par l'oligarchie, pour pondre des rapports. Des rapports qui doivent aller dans leur sens et qui leur permettent techniquement de faire ce qu'ils veulent faire. J'en parlerai, encore une fois, dans la prochaine vidéo. L'initiative du think tank Sinopia, avec pour premier partenaire engagé la Fabrique Spinoza, il a lancé un appel en faveur de la création d'un Grenelle de la démocratie. Alors qu'est-ce que c'est que ce think tank Sinopia? Qui est Alexandre Malafaille, un écrivain français. Il est le président fondateur de Sinopia en 2012. Un think tank indépendant issu de la société civile qui vise à améliorer l'efficacité et l'éthique des modèles, des pratiques et des stratégies de gouvernance. Il publie en 2014 un bouquin « Reprenons le pouvoir, manifeste pour notre droit à être bien gouverné ». Bon, que j'ai pas lu, on s'en fout. Quoi qu'on pourrait regarder peut-être. Mais c'est pas la peine parce que là je vais vous en parler assez. Alors il faut noter que le 28 janvier 2019, il n'y a pas longtemps, participé à un grand débat à la mairie du 15e arrondissement. Il a co-animé un grand débat, donc voilà, il est dans le truc. Alors, il faut voir le site de Sinopia. On peut voir les articles, c'est assez édifiant et flippant. Alors, entre autres, hein, ils sont pro-immigration, pro-Union européenne, pro-décentralisation. La décentralisation, on peut en faire un peu. Mais là, comme ils en font depuis 82, c'est du régionalisme qu'ils font. Et à terme, du séparatisme. Je parlerai dans la prochaine vidéo. Bon, donc à fond dans le système. Régulièrement invité chez les LCI, CNews, France Info, chroniqueur sur RTL, France Culture, il participe au débat d'experts sur Sud Radio, apparaît souvent dans la presse écrite, il est chroniqueur dans le journal L'Opinion. Moi, je le vois régulièrement chez BFM. Alors, c'est le genre de gars, on l'entend parler, c'est que d'air chaud, on s'endort, on pose une question, il parle. À la fin, on ne sait pas dire si on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il a dit. C'est sans intérêt, c'est vide, c'est creux, c'est du blabla. Voilà. Ben ça fait partie de la démocratie participative en fait. À un certain échelon. Et tout ça, c'est un ensemble quoi. Et je vais en parler maintenant, sinon je risque d'oublier. Vite fait, j'en parlerai surtout dans la prochaine vidéo. Et il y a un autre échelon, c'est le haut patronat. Eux aussi, ils ont de très bonnes idées dans leur think tank. Donc, voilà, j'en parlerai plus tard. Donc ce gars-là, Malafaille, il est auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale, capitaine de corvette au sein des réserves citoyennes de la Marine nationale, bon, très bien. Membre du cercle de l'Union interalliée et sociétaire de la Société des gens de lettres. Bon, je vais surtout parler pour vous donner un exemple, du cercle de l'Union interalliée. C'est un club social parisien fondé en 1917 et comprenant
300 membres. Situé à l'hôtel Pyrénées, Faubourg Saint-Honoré, en 8e. On trouve notamment comme membres des dirigeants de grandes entreprises, des personnalités politiques, des diplomates, des officiers supérieurs, des représentants de la noblesse française et étrangère, des magistrats, des avocats, des écrivains et artistes. Quelques membres célèbres. Édouard Balladur, j'en ai choisi quelques-uns, il y en a plein. Je sais plus les plus connus. Édouard Balladur, Jacques Barrault, Claude Bébéard, Stéphane Bern, Jérôme Cahuzac, André Citroën, Valéry Giscard d'Estaing, etc. Alors ce gars-là, Malafaille, il sent le franc-maçon à 100 000 km, quoi. C'est évident. Et il prétend nous apprendre la démocratie. Oui, oui, très bien. Alors, dernier point, un des derniers points, le think tank Sinopia a été primé au Forum de la paix à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Le Forum de Paris sur la paix est une conférence sur la paix destinée à avoir lieu annuellement à Paris. La première édition a eu lieu du 11 au 13 novembre, à la Grande Halle de la Villette. Je vous montrer des images. On voit les personnages sympathiques qu'on y trouve, Macron, Angela Merkel, Poutine, tout ça, tout le monde quoi. Je vous lis quelques points du programme. Cérémonie d'ouverture, introduction par Emmanuel Macron, Angela Merkel et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ok, joli gratin. Et au programme, entre autres, dialogue des continents sur la gouvernance mondiale, dialogue des organisations internationales sur la gouvernance mondiale, une dizaine de grands débats transverses sur des sujets de gouvernance mondiale, discussion sur les solutions de gouvernance. Bon voilà, super. Ça promet. Alors voilà, ces gens-là, ils font la démocratie participative. Ils font le Grenelle de la démocratie. Il y a la démocratie ouverte, là, le groupe avec le COS qui signe ce machin-là. Tout ça, il n'y a pas que ça, ils se connaissent tous, ils se font la bise. Enfin, je dis pas non plus que le COS, il prend le petit déjeuner avec Malafaille, mais c'est un ensemble, c'est un état d'esprit. C'est une mouvance, en fait, actuelle. Enfin, ça dure depuis un petit moment, on n'en entendait pas parler, et avec les gilets jaunes, paf, ça explose. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, j'ai assez dit ce que j'en pensais, je pense. Je vais terminer en parlant d'un gars, Youssef Indy, que je connaissais pas jusqu'à maintenant, et je le découvre à l'occasion ce qu'on peut trouver sur Internet concernant le RIC et les Gilets jaunes. Donc lui, il considère que le RIC est un piège tendu par l'oligarchie pour donner un second souffle à la République. Bon, lui, il ne croit pas en la République ou en la démocratie. Moi-même, à moitié, on va dire. En tout cas, il dit que le RIC, c'est fait pour relancer la machine, en fait, qui est à bout de souffle. Alors, je suis d'accord. Mais c'est pas suffisant. Bon, déjà, il apporte pas beaucoup d'éléments, c'est juste un raisonnement, une analyse qui peut être pertinente, à laquelle j'adhère a priori. Mais c'est pas suffisant. Je veux dire, la République, s'ils avaient voulu, ils auraient pu continuer comme ça pendant encore un moment, même si plus personne n'y croit depuis longtemps. Alors effectivement, là, il va y avoir un effet d'aubaine. Les gens, ils vont s'engouffrer là-dedans. Ils vont trouver ça. Tout ce qui est nouveau est beau, de toute façon. Tant qu'on ne s'est pas cassé les dents dessus. Les gens, je pense qu'il y aura pas mal de monde pour se passionner pour ça. Ça va créer des passions, je pense. Et puis, si c'est pas des passions, les gens ils sont relativement enthousiastes. En majorité, en masse, je pense. Mais c'est surtout que la démocratie participative ne s'arrête pas à ça. C'est le truc qu'il y a derrière, c'est la gouvernance mondiale, dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Et cette démocratie participative, c'est un paravent. Ce n'est qu'un paravent. On vous propose un truc, on vous fait croire que vous aurez plus de démocratie, et dans votre dos, on va faire dans votre dos ou pas, soit on dira pas les choses, beaucoup de choses ne seront pas dites, mais parmi celles qui seront dites, on va les couvrir du drap de la démocratie participative, pour vous dire que tout est beau. Et de toute façon, on vous a déjà assez écouté, on vous a déjà donné ça, alors maintenant vous n'allez pas nous faire chier, vous prenez ça, c'est ça ou rien. Alors les gens, c'est déjà pas mal. Et puis derrière, il va se passer plein de trucs très violents. Très très violents dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. J'ai encore été très long, j'en suis navré. C'est ainsi. À bientôt pour ceux qui veulent, pour la suite. Je précise que je parlerai dans la prochaine vidéo donc du régionalisme et ses corollaires, de l'ensemble, du séparatisme, qui est le corollaire du régionalisme et de la gouvernance mondiale, donc, non pas du gouvernement mondial. Et après, je reviendrai sur pour
prouver encore tout ça sur les gilets jaunes, comme quoi c'est pas un hasard. Bon, déjà ils sont inscrits dans ce calendrier. Si ça arrive en novembre 2018, c'est pas par hasard. Et surtout tout ce qui est louche dans le principe, et aussi chez les gilets jaunes, je donnerai des noms. Et je vais pas dire des noms comme ça sans étoffer. Voilà. Parce que j'ai fait mon enquête. Bon allez, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Pour les rares qui auront eu autant de patience, je suppose que vous n'êtes pas nombreux pour l'instant. À bientôt.